Blocage, coupure d'Internet en Russie. Est-ce que Poutine empêche ses citoyens de se connecter à Internet? Je vais tout vous expliquer et vous raconter. Je suis Alexandre, ça fait 18 ans que j'habite en Russie. Je suis entrepreneur et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de mon voyage de vie en Russie, puisque j'y habite depuis 18 ans et je vais y rester pour les 18 prochaines années selon toute vraisemblance. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. Je vous explique un petit peu les réalités de la Russie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la vie en Russie d'aujourd'hui, le travail, le climat, les gens, les hommes, les femmes bien sûr russes, et bien d'autres choses encore. J'accompagne tous les gens qui ont des projets avec la Russie par le biais d'un module qui s'appelle la Ruspatriation. Vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation, notamment notre blog qui donne beaucoup d'informations réelles et à jour sur la Russie. Et aujourd'hui, je vais mettre le lien vers le site de la Ruspatriation dans le premier commentaire à la description de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la situation avec Internet en Russie parce qu'on en parle tellement, on lit tellement de choses, j'ai tellement de questions. Je vais essayer de dresser un portrait de la situation réelle, telle qu'elle est. Ici, on parle sur cette chaîne, je vous parle de la Russie sans tabou et sans politiquement correct. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est des blocages Internet en Russie en ce mois d'avril 2026. Je fais cette vidéo, nous sommes le 18 avril 2026. Samedi et demain, dimanche le 19 avril 2026, sachez qu'il va neiger à Moscou. Rappelez-vous, quand vous pensez à la Russie, c'est un pays du nord. Bien sûr, il y a une face sud du pays, mais elle est minoritaire. La Russie est majoritairement un pays du nord. L'Est, c'est le nord, disent les Russes. Et l'Ouest, c'est le sud. Je vais vous montrer derrière moi le monastère Novospassky, qui est le monastère, voilà, qui est en bas de chez moi. Moi, j'habite juste derrière, par là-bas, dans l'immeuble qu'on aperçoit derrière, tout au fond. Et ça, c'est le monastère, qui est ma cour intérieure, en fait, à Moscou, dans le quartier Taganskaya. Alors, Internet coupé en Russie, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, on va recommencer depuis le début, parce que la relation de la Russie avec Internet, c'est une relation ancienne. Déjà, la première chose, c'est que, sachez que Yandex, qui est le premier moteur le principal moteur de recherche russe, Yandex, a été créé un an avant Google, et que donc les Russes ont toujours été très focalisés sur Internet, très Internet. La Russie est une population extrêmement technophile, c'est une population extrêmement digitale, c'est une population extrêmement connectée. La Russie, c'est un pays très connecté, très digital. On est beaucoup plus proche des modèles asiatiques que des modèles européens. Ici, la Russie vit sur smartphone, les Russes vivent sur smartphone. Enfants, adultes, personnes âgées, on travaille sur smartphone, on communique sur smartphone, on achète et on vend sur smartphone. Je vous montre derrière. Et donc, il y a une très grande culture Internet et une très grande dimension digitale au pays. Il faut le savoir parce que ceci explique beaucoup de ce que je vais vous dire maintenant. Alors, comme la Russie est un pays très connecté et comme les gens sont tous très connectés, comme c'est un pays très grand dans lequel on a besoin d'outils de communication pour gérer la distance, notamment, mais pas que, pour faire face aussi à des enjeux différents, notamment la corruption, car tout ce qui est en ligne et digital, et bien en fait, contourne les schémas potentiels de corruption. Même si la corruption en Russie tend à disparaître, eh bien sa disparition est accélérée par la digitalisation, j'en ai déjà parlé. Donc le digital sert à lutter contre la corruption et à contourner, maîtriser les grandes dimensions. Donc on est beaucoup en ligne dans ce pays et l'État russe a mis beaucoup d'efforts dans les dernières années pour digitaliser la société, les services publics, les paiements des impôts, le parking, l'école, tout, vous pouvez tout faire en ligne en Russie. C'est un pays très digital. Donc de facto, qu'est-ce qui a résulté de cette dynamique de digitalisation? C'est le fait que la Russie s'est dit, nos citoyens sont tous en ligne, il faut qu'on soit souverain à maxima sur le plan numérique, digital numérique, sur le plan numérique, la souveraineté numérique. Il faut savoir que la Russie est un pays qui est très connu, très apprécié et très respecté par le monde entier pour son affirmation des valeurs traditionnelles. Mais il y a une deuxième facette au projet russe. Il y a les valeurs traditionnelles d'un côté et de l'autre côté, c'est la souveraineté. Les souverainetés politiques, économiques, militaires, alimentaires,
et numérique. Donc, 2019, tardivement, quelque sorte une loi met en place, on peut appeler ça des pierres angulaires un petit peu de ce projet de souveraineté numérique, avec notamment énormément de défiance, méfiance et rejet des systèmes numériques occidentaux suspectés d'être des passoires. On ne va pas se le cacher. WhatsApp est une passoire, Meta est une passoire, etc. Donc, les autorités russes se sont dit on est obligé de se diriger de diriger notre souveraineté numérique vers des outils nationaux, des outils numériques propres, et vers en fait une forme d'éducation des comportements numériques de nos citoyens pour les déshabituer aux outils numériques étrangers occidentaux qui sont des passoires et qui sont des dangers pour la souveraineté numérique nationale russe. Là-dessus, le contexte géopolitique a fait que, bien entre le printemps de Crimée, le début de la guerre en Ukraine en 2014, son accélération et son intensification en 2022, il y a une grande trajectoire historique qui voit une dégradation forte des relations entre la Russie et l'Occident. Ce n'est pas une dégradation uniquement politique ou économique, hein. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est une dégradation pour des raisons qui sont beaucoup plus profondes. Elles sont, si je puis dire, anthropologiques, civilisationnelles, spirituelles, morales. Ça va beaucoup plus loin. Les gens qui pensent que c'est un conflit militaire et économique, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Voilà. Donc, là-dessus, eh bien, avec cette situation géopolitique en toile de fond, la Russie a interdit sur son territoire un tas d'outils étrangers, notamment la galaxie Meta, Facebook, Instagram, etc. X aussi, Twitter, X. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Et puis après, il y a une deuxième couche qui s'est installée, plus récente, deuxième couche de contraintes et de restrictions qui a, elle, visé les messageries. Les messageries, notamment WhatsApp, et de façon beaucoup plus surprenante pour beaucoup de gens, Telegram. Pourquoi de façon plus surprenante? Alors WhatsApp, c'était fort compréhensible. Je vais vous donner un petit peu des exemples. Jusqu'à quelques années, moi, dans le cadre de mes activités professionnelles d'entrepreneur, quand je discutais avec le MVD, la police ici, ou l'inspection fiscale, peu importe, pour des enregistrements d'entreprise, tout était super digital et déjà en ligne. Donc vous ouvriez une entreprise à Moscou il y a 5-6 ans, déjà 6-7 ans. On vous disait bonjour, l'entreprise est ouverte là, vous communiquez avec la police sur WhatsApp, vous disiez vous pouvez nous montrer que vous avez bien un bureau, vous faisiez une photo, vous envoyez une photo sur WhatsApp, bonjour, voilà mon poste de travail, voilà ma plaque en bas dans le business center, l'adresse, vous pouvez venir vérifier derrière, mais en tout cas ils avaient commencé à préstocker des datas, c'était pareil pour un tas de services. Un très fort niveau de communication en fait sur WhatsApp. Et donc effectivement ça posait un tas de problèmes, parce que WhatsApp était très utilisé dans la police, les officiels entre eux, la médecine, etc. Donc WhatsApp, passoire, évidemment que les Russes n'étaient pas satisfaits de cette situation. Et puis Telegram est un hybride, parce que Telegram, du coup, les mesures anti-WhatsApp ont grossi Telegram, et Telegram, avec l'opération militaire spéciale en 2022, est devenu vraiment l'outil russe, l'outil le plus utilisé sur le front. Telegram a vu en son sein se déployer une galaxie de communication russe, notamment les canaux militaires, etc. Il y a énormément d'informations sur Telegram. Moi, je ne comprends toujours pas les gens à qui je parle en Europe qui n'ont pas Telegram. Quand vous allez installer Telegram, vous allez arrêter votre abonnement de télévision parce que vous allez voir qu'il y a du bon contenu. Donc, Telegram, avec cette situation un peu particulière qui est que, vous saviez, Pavel Durov est parti de Russie à l'époque parce qu'il avait été soi-disant en tension avec les autorités russes. Après, c'était les autorités françaises. On a dit au début que les Russes sont des salauds, regardez, ils empêchent la liberté de ton, ils emmerdent Pavel Durov. Enfin, c'est pas les Russes qui l'ont arrêté, c'est chez Macron. Donc, bon. Alors, et puis le frère de Pavel Durov, lui, est toujours en Russie à Saint-Pétersbourg, c'est lui qui gère la dimension technique. Donc, il y a beaucoup de bruit qui disent qu'en fait, Telegram, c'est quand même un outil relativement russifié. Je suis mon gars. Donc Telegram malgré tout. Et puis effectivement, en même temps, il y a eu l'arrivée d'une messagerie nationale qui s'appelle Max, qui est donc un espèce de concurrent de WhatsApp et Telegram, mais avec des fonctions différentes. Parce que
Max, c'est un outil qui marche, hein, mais il y a beaucoup de questions sur son niveau de sécurisation et surtout, c'est un outil qui est autoritairement connecté en fait pour les citoyens russes à tous les services publics. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il y a tout un tas de démarches que vous faisiez auparavant offline dans des centres d'administration des services publics russes, Gosuslugi, et qui maintenant se font en ligne par Max. Donc Max en fait, il est connecté à l'État. C'est-à-dire que c'est une sorte de messagerie pour les gens, mais qui a une forte dimension publique, connectée au public. Et donc, ça entraîne beaucoup de soupçons sur son, ça, pas sa légitimité, mais son rôle réel, puisqu'en fait, c'est une passerelle entre vous et l'État. Donc, c'est plus vraiment une messagerie. Par exemple, pour les écoles, les canaux de discussion sont obligatoirement passés sur Max. Pour la gestion, on va dire, des relations entre les voisins, pour la gestion avec les syndicats, dans tout ce qui est lié à l'immobilier, là où vous habitez, vous êtes résident, propriétaire, etc. Tout est passé autoritairement maintenant, enfin autoritairement. La loi impose que ça passe aussi sur Max. Donc Max, en fait, c'est pas vraiment une simple messagerie concurrente de Telegram ou WhatsApp, c'est un outil qui accentue la digitalisation, le numérique et la relation entre l'administré, l'État, les administrations, les corps constitués. Et il y a un tas on va dire de procédures administratives maintenant qui se font par le fait d'avoir été identifié numériquement sur Max. Max étant en doublon maintenant pour l'identification avec l'application Gosuslugi Service Public. Donc c'est pas vraiment un concurrent. Mais néanmoins, les Russes, les autorités russes, des groupes de pression en haut, au sein du pouvoir russe, ont estimé que c'était le bon moment de dégommer WhatsApp et Telegram et de tout mettre sur Max. Le problème, c'est que Max, par exemple, on peut ouvrir Max aujourd'hui avec des numéros de téléphone russes d'une trentaine de pays en Afrique, en Asie centrale, etc., en Amérique du Sud. Mais par exemple, avec des numéros européens, on ne peut pas. Donc, c'est pas vraiment WeChat ou Telegram, c'est-à-dire que c'est quand même restreint. C'est restreint à l'espace russophone aussi, c'est en russe. Donc, c'est pas vraiment un concurrent au sens global planétaire et on voit mal, du coup, Max devenir une espèce de plateforme ultra concurrente de Telegram sur la dimension de soft power, ce que Telegram est pour la Russie, notamment parce que tous les Français de Russie communiquent au monde extérieur via Telegram, par exemple, tous les Américains, tous les étrangers, etc. Donc non, il n'y aura pas ça sur Max, parce que l'auditoire source, par exemple pour ces gens-là, même si c'est minoritaire, il n'est pas sur Max. Okay, donc il y a eu ça, et clairement, moi ce que je pense, c'est que il y a un groupe de pression qui, pour des raisons financières, à mon avis, pour lever des budgets, a dû dire on va dégager les concurrents et on met Max pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne dégagera pas Telegram de Russie. Il y a eu des grandes questions, des débats publics sur le fait de savoir si Telegram était une application ennemie ou amie. Alors, il y a des gens qui reviennent du front qui disent les ennemis sont sur Telegram, et en même temps, tout le monde du côté russe est sur Telegram aussi, donc c'est compliqué. Et en même temps, encore une fois, l'écosystème russophile, pro-russe, du côté social, militaire, politique, etc., qui est déployé au sein de Telegram, il est considérable. Donc Telegram est devenu un outil de vecteur de soft power et de puissance de la Russie et de communication. Mais c'est pas russo-russe, c'est pas maîtrisé. Et donc effectivement, la Russie n'a pas un contrôle à 100% sur en fait Telegram. Donc ça va à l'encontre des enjeux de souveraineté numérique totale que la Russie d'objectifs que la Russie s'est mis d'atteindre. Ok, donc ça c'est un peu la toile de fond. Vous allez voir derrière moi à gauche, il y a un mec qui pêche. Ils adorent la pêche les Russes. Moi je déteste la pêche. Il a toujours gavé la pêche. Je comprends pas qu'on peut rester assis à attendre qu'un poisson mange un appât pour après relâcher ce poisson. J'avoue que c'est une logique qui m'échappe. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps de réflexion. Moi quand j'ai du temps de réflexion, ça m'arrive jamais, je ne sais pas ce que c'est avoir du temps. Je vais me poser, je ferme les yeux, j'écoute de la musique, je bois du vin. Bon. On va doubler nos amis les canards. Les gens qui me suivent sur cette chaîne YouTube savent que j'ai une colonie de canards ici avec qui je suis très copain. Ils savent que j'ai libéré des canards qui étaient coincés dans mon toit, des enfants canards qui ont grandi, que vous allez apercevoir il y a 2 ans déjà, et que donc ces canards font partie intégrante de l'écosystème de la Russpatrisation. Non, je déconne. Alors, très fort le fruit. En parallèle de tous ces
des mouvements tectoniques, il y a la guerre. L'opération militaire spéciale contre l'Ukraine et la guerre entre l'Occident et la Russie. Donc, là-dessus, il y a des nouveaux problèmes qui arrivent, ce sont les frappes. Des frappes de drones, de missiles longue portée, etc. Donc dans certaines zones qui sont des zones frontalières avec le conflit, il y a eu des coupures internet. Il y en a régulièrement. Il y a des zones loin du conflit, en Russie profonde, même tout à l'est de la Russie, dans lesquelles il y a des zones, dans lesquelles il y a des sites sensibles, autour duquel, à proximité desquels, il y a des coupures internet. Coupures internet parce que l'État russe, le FSB, le ministère des Armées estime que en coupant internet, on brouille et on affaiblit la capacité de circulation des drones. Coupure d'internet, coupure de téléphonie mobile même. Donc c'est pas fait de façon systémique, rationnelle, bien compréhensible pour le grand public. Mais par exemple, voilà, moi je suis allé à Omsk en septembre dernier, je sors de l'aéroport, pas d'internet, pas de téléphone. Parce que voilà, les autorités locales, elles pensent qu'il y a peut-être un risque de frappe, parce que Omsk c'est quand même une ville industrielle stratégique pour l'armée, et le complexe militaire-industriel, et donc il y a des coupures internet. Donc il y a de façon parcellaire, ci et là, dans des endroits de Russie. Et alors ça peut être d'une rue à l'autre. Il y a des coupures. C'est pas des coupures de Wi-Fi, c'est des coupures de 4G. Le Wi-Fi fonctionne partout, les Wi-Fi publics fonctionnent. C'est des coupures de 4G et parfois des blocages de téléphonie mobile. Par exemple, quand on est à Moscou, dans le quartier près de la City, Internet, le téléphone marche beaucoup plus mal, etc. Donc au début 2026, ça s'est accentué. Ces coupures, elles se sont généralisées, elles ont frappé Moscou Centre. C'était vraiment marrant. Enfin marrant, c'était vraiment chiant, hein. Ça a coûté du pognon au petit business, les systèmes de paiement, distance, marché, tout était vraiment coupé. Mais voilà, vous faisiez 3 stations de métro, vous les éloigniez un peu du centre, dans Moscou, et tout remarchait. Donc c'est vraiment très curieux. Il y a eu beaucoup de débats, contrairement à ce qu'on pense en France, parce qu'on ne lit pas le russe en France, il y a eu énormément de débats publics, et sur le Runet, l'internet russe, sur les blogs, etc. Et en fait, en même temps, cette année, les autorités russes avaient déjà fait des tests de souveraineté numérique, ils avaient déjà fait des déconnexions globales d'Internet, voir si un intranet fonctionnait. Et en même temps, il y a eu des bruits de tests sur plusieurs semaines, voire mois, de ce qu'ils appellent la Bielizpisok, donc la liste blanche, qui est une liste d'une 50aine de sites et applications qui fonctionnent si Internet est coupé. Et c'est vrai. Par exemple, moi j'habite dans le centre de Moscou, je suis sorti de chez moi, j'avais pas du tout Internet, on ne captait pas d'Internet, pas de téléphone. Par contre, je pouvais commander des taxis, Yandex, je pouvais me connecter sur le site médical, mon application EMIAS, j'avais connexion à l'école de mes enfants aussi. Donc j'ai vu que ça avait fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tests de coupure de tout Internet, mais de garder mon application bancaire VTB, je crois que c'était la seule banque qui était dans la liste blanche sans test sur Moscou cette début d'année. Il y avait, peut-être avec Index, donc il y avait il y a eu un test grandeur nature de souveraineté numérique. Alors, les gens étaient vraiment mécontents. Alors, si vous êtes à Voronezh, dans le sud, si vous êtes à Bryansk, si vous êtes dans les zones comme ça, il y a des coupures. Hein. Là, on est sur la zone frontalière avec le conflit. Bon, on peut comprendre que Internet, il y a des pouvoirs locaux qui ont dit on coupe Internet jusqu'à la fin de la guerre. Chaud, hein. Il y a encore 3 ans, ça fait 3 ans sur Internet. Donc, il y a vraiment des situations qui sont, la Russie étant une fédération, il y a vraiment des situations qui sont propres à chaque endroit, parce que chaque pouvoir local fait ce qu'il veut, c'est ça la fédération, c'est très décentralisé. Et il n'y a pas une situation unique fédérale pour l'instant. Elle arrivera sans doute si la situation devait considérablement s'aggraver, ce que je ne crois pas. Donc c'est la situation. Donc en gros, ça c'est la situation globale. Donc on vous a dit ça, dans les nouvelles on coupe Internet, c'est pas vraiment qu'on coupe Internet. Il y a eu effectivement cette coupure massive sur Moscou qui a duré des mois, coupure irrégulière mais récurrente. Il y a encore plein d'endroits en Russie, majoritairement c'est les zones concentrées sur la frontière sud-ouest du pays et la zone de front, où il y a vraiment là des blocages de téléphonie et d'internet. Mais ça s'arrête là. Et il y a eu effectivement, c'est une troisième dimension, il y a eu cette coupure Telegram, ce coup sur Telegram en Russie. Là pour le coup, ils ont vraiment tenté de couper Telegram et de le ralentir et de le freiner. Il y a eu des réactions techniques de Telegram qui a remporté haut la main. Hein. Je te rappelle qu'en Iran, il n'y avait pas eu moyen de couper Telegram non plus.
Les Iraniens n'étaient pas arrivés, apparemment les Russes non plus. Et voilà. Alors comment font les gens? Pourquoi le Prussien il est toujours sur YouTube, Instagram, Telegram, tu sais, tous ces trucs interdits en Russie. Enfin, Telegram l'est pas. Meta c'est interdit. Eh ben, les gens ils font comme ils font depuis le début, c'est-à-dire qu'ils ont des VPN. Ils ont des VPN, tout simplement. Alors, début, en 2021-22, il y avait tout un tas de VPN, tous les VPN du monde marchaient, et peu à peu, Roskomnadzor, qui est l'agence d'État en charge de la sécurité digitale et Internet, c'est vraiment des boulets soviétiques, on ne va pas se le cacher autrement. La blague, c'est de dire on n'a pas besoin d'ennemis extérieurs quand on a Roskomnadzor dans le pays. Mais en gros, l'agence a choisi a pris la décision de bloquer des VPN. Donc en fait, il y a plein de VPN qu'on peut être bloqués. C'est majoritairement des VPN étrangers. Et ce qu'ont fait les gens comme moi, c'est qu'ils ont très rapidement switché sur des VPN russes, marchent parfaitement, permettent de vous connecter de Russie à des sites en France, etc. Donc les VPN ont permis de contourner tous les blocages. Les VPN ont permis de contourner les VPN russes. Les VPN ont permis de contourner le blocage, et les VPN russes ont permis de contourner les blocages de VPN étrangers bloqués. Pour Telegram, eh bien, encore une fois, c'est assez simple de se connecter sur un VPN russe légal en Russie, de mettre pays Kazakhstan et de pouvoir vous connecter. Après, Telegram a mis en place des proxys qui ont été téléchargés et utilisés par tout le monde et qui permettent aux gens de se connecter. Donc en fait, ils ont le coup de poing sur Telegram à rater, et récemment, les autorités russes ont annoncé qu'elles relâchaient les taux sur Telegram. Soit il y a eu un deal, soit ils ont échoué et ils ne veulent pas l'avouer. Mais ils n'ont pas pu bloquer Telegram. Il y a encore des gens qui ont des problèmes sur Telegram, mais c'est vraiment plus réduit. Depuis quelques jours, ça va beaucoup mieux. Telegram Premium marche mieux que Telegram simple, mais voilà, en gros Telegram. Vous me suivez, vous savez que je suis sur Telegram toujours. Donc c'est ça la situation. Comment les gens, pas le Prussien, les gens, comment ils ont vécu tout ça? Les Russes sont très patients, très tolérants, très résilients, comprennent les enjeux liés à l'opération militaire spéciale, les enjeux sécuritaires, effectivement. Alors, Moscou centre, un peu moins concerné que sur la zone sud du pays. Mais enfin, il y a quand même des frappes, de temps en temps, sur les zones sensibles, sur la Volga, sur machin. Donc, il y a des frappes en profondeur avec des drones longue portée. Il y a tout un tas de problèmes. Donc, les gens comprennent. Et par contre, la mauvaise communication qui a été faite par les autorités russes sur le fait oui c'est pour la sécurité, et puis en fait c'est pour tester la liste blanche et ils auraient dû le dire, ou c'est pour tenter de mettre Max à la place de Telegram, ça a été fait assez maladroitement. Encore une fois, les Russes ont toujours ce problème de soft power, de communication intelligente, même avec leur peuple, même en intérieur, en extérieur comme en intérieur. Et donc les gens ne sont pas naïfs. Et ils voient bien qu'on leur a fait à l'envers. Donc ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas contents, il y a un peu de grognement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi, ce que moi je dis, c'est que soft power, et à la Douma y compris maintenant, c'est que Telegram est un outil de soft power russe et qu'il ne faut pas du tout lui porter atteinte, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est pas parce qu'on a Telegram que les gens vont se mettre sur Max. Voilà. Alors il y a des petites contraintes supplémentaires qui apparaissent. Par exemple, récemment, il y a des sites, alors c'est Mamax justement, c'est les plateformes de type Wildberries, Ozone qui sont l'équivalent des marketplaces en fait locales, c'est les Amazon russes, qui ne fonctionnent plus sous VPN. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de sites qui, s'ils détectent que vous avez un VPN, et là pour le coup ça marche pour les VPN étrangers aux Russes, eh bien vous devez déconnecter le VPN pour vous connecter à la plateforme. Donc en fait c'est une super gymnastique, c'est d'avoir pour des gens qui sont par exemple des étrangers en Russie, puisque c'est à vous que je m'adresse, eh bien ça veut dire d'avoir un ou deux téléphones, ça veut dire d'avoir un téléphone avec un numéro français, un VPN étranger pas encore bloqué en Russie, ou un VPN russe qui marche avec l'étranger pour pouvoir vous connecter à un tas de ressources à l'étranger, vos comptes en banque, etc. Ça veut dire d'avoir sur ce même téléphone ou sur un autre téléphone un numéro russe avec un VPN russe pour vous connecter à Telegram ou autre. Parce qu'avec vos numéros français, vous avez Telegram restreint, alors qu'avec un numéro russe, vous avez Telegram pas restreint. Donc il y a tout ça. J'ai laissé passer les cocottes. Oh, le fort. Et donc deuxième téléphone avec un VPN pour le coup russe. Et il faut sans arrêt faire le switch, déconnecter le VPN pour commander un taxi, déconnecter le VPN pour pouvoir aller à l'école des enfants, déconnecter le VPN pour aller sur Max, etc. Donc c'est un peu de gymnastique technique, mais c'est pas une gymnastique très compliquée à organiser en réalité.
Par contre, c'est un peu gênant, c'est un peu chiant. Voilà, donc c'est un peu ça la situation. J'espère qu'elle est plus claire pour vous après cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire ce qu'il en est tout simplement. Loin de la propagande et loin des incompréhensions des journalistes français en Russie, c'est n'importe quoi. Quasiment tous, ils disent n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. Les gens sont pas super contents, on en a un peu marre. C'est surtout pour le business que c'est chiant en fait. Hein. La communication de tous les jours, ça va, mais c'est surtout pour le business, pour les paiements en ligne, pour les paiements biométriques, pour les paiements. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, on est sur l'heure où je fais cette vidéo, on est plutôt sur une espèce de desserrement. Les autorités russes ont un projet qui est un système qui serait indépendant, se rapprocherait la muraille de Chine numérique que les Chinois ont fait, le Great Wall of China, hein, le système. Il y a une ambition de faire un WeChat ou équivalent russe, peut-être ce serait max, mais ça serait cantonné à l'espace russophone. Et ça ouvre aussi énormément de questions, parce que la souveraineté numérique russe, ça voudrait dire qu'elle passe par le fait de, soit sur le point de vue, on va dire, du voisinage proche, de la connexion, tout simplement, elle passerait par le monde russophone, donc asiatique. Et ça entraînerait beaucoup de conséquences. Parce que ça veut dire que je ne vois pas les outils numériques russes à terme être connectés ou être intégrables sur des numéros de téléphones occidentaux, et par conséquent, c'est une coupure de plus. Alors, ça ne facilitera pas forcément la situation pour les étrangers en Russie, mais pour les étrangers en Russie, la seule solution, c'est d'avoir une partie dédiée à l'Europe et à la France, et une partie qui est dédiée à la Russie, c'est-à-dire 2 numéros de téléphone, un téléphone 100% dédié à la Russie et un téléphone 100% dédié pour votre second ou votre troisième pays. C'est la façon de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un téléphone dédié à l'Arménie, un téléphone dédié à Chypre, un téléphone dédié à la Russie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai le télégramme russe sur les 3. Comme ça, je peux me connecter et lire vos messages. Voilà, c'était un petit peu la vidéo du jour sur les blocages numériques. Il y a beaucoup de matière à dire sur tout ce qui a été fait. Ça a été fait de façon assez maladroite, encore une fois, comme toujours, et de façon un peu trop abrupte. La communication en Russie fait toujours défaut. Communication extérieure ou intérieure, c'est pas leur point fort, c'est un défaut systémique comportemental de la Russie, du monde russe. Mais en tout cas, vous pouvez venir en Russie. Internet, ça marche globalement. Vous pouvez vous connecter. Il vous faut un bon VPN russe et vous connecter. Et il vous faut juste comprendre comment ça fonctionne, dans quel ordre, quelle est la logique. Et aussi, en fait, faire avec. C'est-à-dire qu'on ne peut que se féliciter d'un pays qui veut être souverain numériquement, parce que dans le monde de demain, les pays qui ne seront pas souverains numériquement parlant, ils seront soumis. C'est des pays comme l'Europe qui, je crois, confie ses datas perso sensibles dans le cloud d'Amazon. Non, vous n'avez pas envie de ça pour la Russie? Évidemment que non. Vous leur faites pas confiance aux partenaires américains. Et vous avez bien raison. Moi non plus. Donc, la Russie fait maladroitement les choses, mais l'objectif est sain. L'objectif, c'est la protection nationale et la souveraineté numérique du pays. Et moi, je le soutiens. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous dessous là. Ma chaîne YouTube. Consultez le site de la Ruspatriation. Écrivez-nous, posez-nous vos questions sur la Russie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.